réduire votre consommation de sel. Alors, après, on va arriver à un autre questionnement, plus de deux questionnements. L'avant-dernier, c'est est-ce que c'est éthique pour un docteur de prôner la réduction des risques? On a dit 7 causes sur 10 de développer un cancer sont liées à notre façon de vivre, et changer notre façon de vivre, c'est probablement la façon la plus efficace de réduire le risque de cancer. Mais un docteur, il est un peu en contradiction parce qu'il a son patient qui est libre de choisir des comportements qui ne sont pas bons, et lui qui est censé lui proposer le best care, le meilleur soin possible. Alors, le dilemme, il existe parce que si vous le laissez faire son comportement qui n'est pas bon et vous cherchez juste à réduire les risques liés à ce comportement, on peut vous dire, mais alors vous favorisez ce comportement. Un drogué, vous avez beau lui dire arrêtez de vous droguer, mais il continue de se droguer, vous lui donnez des seringues et des aiguilles propres pour pas qu'il ait le sida, mais quelque part, vous le laissez se droguer. Pour un médecin, c'est pas très clair. Mais il faut savoir que c'est pas le comportement lui-même, c'est si une personne ne peut pas s'arrêter ou ne veut pas s'arrêter, il faut essayer de prévenir les conséquences. Et en fait, les gens ont toujours le libre choix, mais nous, en tant que praticiens, nous avons une obligation éthique vis-à-vis de notre patient, de lui donner des conseils, et notamment de ça. Alors, il y a deux choses qu'on peut vous reprocher. Si vous réduisez le risque, vous risquez de perpétuer dans la société, enfin en tout cas chez lui, ce facteur de vie, ce comportement qui n'est pas bon. Mais en fait, quand vous réfléchissez, au moment où vous parlez à votre patient, il a déjà la maladie chronique, il est déjà obèse, il est déjà en surpoids, il est déjà en train de fumer, il est déjà alcoolique. Et à ce moment-là, ce n'est pas la prévention de ce facteur qui va jouer, vous n'y arriverez pas, parce que c'est toujours des addictions, c'est la prévention des effets néfastes de ça. Et notre devoir à nos médecins, je considère qu'il est vis-à-vis de chacun de nos patients, donc le risque individuel et pas le risque de population, donc nous devons minimiser le risque au niveau de chaque individu qui vient nous demander. Alors, le dernier point, c'est qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce que deviennent nos sociétés, les comportements dans nos sociétés quand, si on parle du tabac, on a des produits comme la cigarette électronique, tabac chauffé. Vous voyez, en Angleterre par exemple, depuis que le tabac chauffé est arrivé ou la cigarette électronique, le nombre de fumeurs s'est réduit de 20% à 15%, parce qu'en même temps, le nombre d'utilisateurs de ces alternatives a augmenté. Vous voyez que pour le sevrage tabagique, toujours en Angleterre, progressivement, les NRT, les nicotine replacement therapy, c'est-à-dire les patchs, les gommes, ont diminué leur utilisation dans la population qui veut s'arrêter de fumer au profit de ces cigarettes électroniques et tabac chauffé. Et aujourd'hui, Public Health England, l'équivalent de la FDA aux États-Unis, dit bien que c'est la meilleure façon aujourd'hui d'arrêter de fumer, c'est d'utiliser ces dispositifs. Alors, quand on regarde justement une étude parfaitement claire sur est-ce que c'est mieux les patchs et les gommes de nicotine ou les cigarettes électroniques, vous voyez que si vous prenez la réduction du tabagisme ou l'arrêt complet du tabagisme, donc la réduction ou la cessation, vous voyez que les cigarettes électroniques sont 2 à 3 fois plus efficaces. Si vous prenez par exemple la diminution du tabagisme à 6 mois, vous êtes 6% à peine avec les NRT, alors que vous êtes à 26% avec les cigarettes électroniques. Et si vous voyez l'arrêt du tabagisme secondaire, et donc il dit vraiment que c'est très important d'aider au développement, et d'ailleurs le NHS a envisagé l'idée de rembourser ces produits chez les fumeurs pour réduire le risque. Et vous voyez sur cette dernière diapositive, au Japon, où ces dispositifs ont été les premiers rôles clés à jouer pour aider leurs patients avant le diagnostic de cancer, mais aussi après le diagnostic.